Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guy Sidos, le PDG du groupe Vicat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Vous êtes donc un cimentier, un groupe cimentier, le premier français, acteur mondial, même si on va voir que c'est une activité qui évidemment est locale par pays. C'est 4 milliards d'euros, je donne quelques chiffres, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça, 10 000 collaborateurs, oui, présents dans le ciment, le béton et le granulat. C'est un groupe qui n'est pas né de la dernière pluie, qui est né il y a plus de 165 ans, dans la lignée de Louis Vicat, qui a été l'inventeur du ciment moderne, et ça nous renvoie en 1817. Oui, Louis Vicat, qui était un scientifique, a inventé le ciment moderne. C'est le fruit c'est la dernière étape d'une longue chaîne de recherche lancée par les Anglais après l'incendie de Londres en 1666. Et donc Louis Vicat a démontré la formule du ciment moderne, qui est encore appliquée aujourd'hui. Il a décidé de ne pas prendre de brevet, reconnaissant vis-à-vis de la communauté qui avait payé pour ses études. Son fils a créé l'entreprise, et aujourd'hui l'entreprise est toujours contrôlée par la famille. Combienième génération ? Nous sommes maintenant la 8e, parce que 2 de nos filles sont rentrées en entreprise il y a 2 ans. Et c'est par votre femme, c'est ça ? Et par mon épouse, exactement. Bon. Il faut il y a des groupes mondiaux qui sont énormes, des concurrents. On pense en Europe, il y a Holcim, le Suisse, qui avait absorbé Lafarge, l'allemand Heidelberg. Comment on fait quand même si on est le premier français, mais eux ils sont à 20 ou 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, comment on fait pour brouter entre les pattes des mammouths, pour rester compétitif ? On doit être plus flexible ? Comment on fait ? La taille globale n'est pas forcément importante dans nos métiers. Il faut avoir une taille critique, une taille critique locale. Parce que nous sommes une industrie de proximité, où nous produisons localement avec des ressources locales et du personnel local pour les besoins locaux. Donc il suffit d'être fort dans sa géographie pour s'en sortir. Votre géographie d'ailleurs, en 2 mots, la France d'abord évidemment, c'est un peu moins d'un tiers de vos revenus, les États-Unis 25%, vous me corrigez si les chiffres ne sont pas bons, et ensuite c'est... Oui, alors nous sommes dans 12 pays, avec notre dernière implantation, pour donner un exemple, c'est Brésil, mais le centre du Brésil, la Brasilia. Et nous avons choisi une répartition géographique des risques pour éviter d'être uniquement sur un seul cycle économique. Voilà. Et aujourd'hui, le pays est présent en Asie, avec l'Inde, avec l'Asie centrale, le Kazakhstan, est présent en Turquie d'Asie, nous sommes également en Égypte, nous sommes en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Mauritanie, nous sommes évidemment en Europe avec la France, la Suisse et un petit peu en Italie. Et nous sommes aux États-Unis depuis longtemps, parce que nous étions le premier cimentier non américain à nous implanter aux États-Unis, en Alabama, dans le sud-est. Et maintenant, nous avons une usine en Alabama et une usine en Californie. Combien d'usines en tout ? 18 cimenteries en tout, et donc 12 pays, 10 000 collaborateurs directs. Et le ratio dans nos industries, c'est de 1 pour 10, c'est-à-dire un collaborateur direct pour 10 indirects. Et le ciment, comme l'industrie lourde est rarement en centre-ville, le ciment est un des éléments de la ruralité. Lorsqu'une cimenterie ferme, eh bien, ce sont les services de proximité qui ferment, les services publics qui disparaissent, les écoles qui ferment, et ça a des conséquences importantes sur la vie rurale. Donc on est vraiment très important pour la ruralité. Vos clients dans chaque pays, ce sont quoi les... Ça va, alors c'est un spectre très large, ça va du bricoleur qu'on appelle le castor, parce qu'il construit lui-même, à la grande entreprise de BTP. Alors, vous pouvez les citer, parce que les Français sont les meilleurs, que ce soit les Vinci, les Bouygues, les Eiffage, les Fayard, et puis il y en a plein d'autres. Qui sont vos clients. Qui sont nos clients. Voilà, on a vraiment un spectre très large. On a parfois des clients qui sont nos concurrents, parce que nous fabriquons, si vous voulez, le cœur de métier de Vicat, c'est le ciment. C'est le sac de ciment comme... Alors le sac, oui, mais le sac, ça devient plus le marché est mûr, moins il y a de sacs. On vend beaucoup de sacs en Inde, en pourcentage des ventes, et on en vend très peu aux États-Unis, et un peu plus en France, mais c'est 15% des ventes en France. On le vend comment alors si c'est plus en sac, le ciment ? Alors, il est vendu en vrac à des centrales à béton, qui font le mélange, parce que le béton, c'est un mélange de cailloux, de ciment qui la colle à cailloux. On dit souvent le ciment sèche. Non, le ciment durcit. Il va durcir sous l'eau également, ce qui fait sa qualité. Et d'ailleurs, le ciment va être très utile pour le renforcement des littoraux attaqués par les conséquences du réchauffement climatique. Je le disais, Guy Sidos, ce groupe familial, indépendant. Je ne sais pas, je me dis, est-ce que c'est un secteur qui se consolide ? Et s'il devait se consolider, vu votre taille, vous êtes plutôt quoi, un prédateur, une proie ou Oui, alors le secteur est très morcelé. Et nous avons un gros groupe
de cimentiers chinois, quasiment des entreprises d'État, et qui est un peu à part parce qu'il est vraiment très concentré sur le marché chinois, qui représente les 2/3 de la consommation mondiale de ciment. Ailleurs dans le monde, nous avons des grands concurrents que vous avez cités, mais qui ont 8 fois la taille de Vicat. Donc ce n'est pas aussi gros que cela. Donc il y a de la place pour une entreprise comme Vicat, qui est indépendante, qui veille à ses équilibres financiers, qui a une vision de long terme. Pour vous donner un exemple, il y a des choses qui ne sont pas du tout comptées dans les bilans, mais c'est les réserves de matières premières. Eh bien, Vicat a un principe très simple, c'est 1 siècle de calcaire, qui est notre matière première, pour le ciment, 1 siècle pour chaque usine. Et donc vous le tenez, ça? On le tient, alors on peut être à 80 ans sur l'une et à 150 ans sur l'autre, mais c'est vraiment notre point de calage qui montre la vision de long terme de l'industrie cimentière et particulièrement de Vicat. Et ce qui vaut pour les réserves, ça vaut aussi pour les engagements en matière de décarbonation notamment, parce qu'on parle d'échéance à 2050. 2050, je ne serai plus très frais, personnellement, mais en revanche, mes filles, parce que ce sont deux de mes filles qui sont dans l'entreprise, auront à tenir les engagements. Et cette vision de long terme est vraiment le fil rouge d'une entreprise familiale, en plus d'une entreprise familiale industrielle, dans un métier qui perturbe les milieux naturels, mais qui les restaure également. Bon, un petit mot des ventes, parce que depuis le début de l'année, globalement, elles ont à peu près bien résisté, les ventes du groupe sur le premier trimestre. Comment on l'explique? Parce qu'on sait que, alors vous n'êtes pas que sur l'Europe, mais le marché européen de la construction est quand même assez, pas sinistré, mais moribond. C'est cette bonne diversification géographique dont on parlait tout à l'heure qui permet d'avoir une stabilité du chiffre d'affaires. De levier, c'est la diversification géographique, parce que lorsqu'un pays marche bien, un autre peut moins bien marcher, et globalement, ça s'équilibre. Et donc, il y a une grande stabilité en organique. Après, il y a un effet du change qui va avoir un impact fort cette année, mais c'est lié aussi à l'incertitude géopolitique. Curieusement, on critique beaucoup l'Europe, mais l'euro est fort. Voilà, donc ça a un impact. Donc c'est dans le bon sens. Non, alors quand on a les 2/3 de notre activité en dehors de la zone euro, ça va plutôt dans le mauvais sens en termes de consolidation, mais en termes de ratio, ça reste très bon. Donc ça, c'est un épiphénomène, c'est pas très grave, mais globalement, si vous voulez, pour prendre l'exemple de la France, le logement en France est vraiment sinistré, alors que le besoin latent est énorme. Donc attendons, et ça va repartir. Il y a dans notre géographie un certain nombre de grands projets d'infrastructures sur lesquels nous sommes. Donc ça compense, ça vient lisser un peu les variations fortes en matière de construction de logements. Mais nous serons prêts lorsque les constructions de logements repartiront parce que le besoin est là, à le faire de la même façon. Il y a des géographies où il y a des territoires qui auront un gros besoin de ciment lorsque la paix sera là, eh bien nous serons prêts à les fournir. La guerre commerciale de Donald Trump, elle vous impacte peu? Parce qu'au final, si vous êtes local, avec des usines dans les pays où vous êtes présent, vous êtes moins concerné? Oui. De manière directe. Pour être très, très franc, un petit peu de tarif ne fait pas de mal à l'industrie cimentière parce que ça évite les imports, ça permet ça protège d'une certaine façon. Ça protège jusqu'à ce que l'économie en général ne soit affectée. Si l'économie est affectée, eh bien la première chose qu'on retarde, c'est l'investissement dans la construction. Voilà. Donc, il y a un équilibre à trouver. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple des États-Unis, le premier semestre est assez mou par rapport à ce qu'on attendait, parce que les besoins sont très importants. Le niveau de demande de construction de permis de construire est redescendu au niveau de 2015. Aujourd'hui, au moment où on parle. Donc c'est assez mou sans pour autant être inquiétant. Et voilà, mais et ça a été affecté également par des conditions météorologiques étonnamment mauvaises pour nos métiers, parce que lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a des conditions très difficiles, eh bien on attend que ça se calme pour construire. On est très lié au cycle naturel. Mais justement, il faut en parler de la météo, au climat, il n'y a qu'un pas. Le ciment est responsable de 7 à 8% des émissions mondiales de CO2. Est-ce que le secteur a vraiment entamé sa mue verte? Est-ce qu'on peut recycler du béton d'ailleurs? Alors, on peut recycler du béton. Pour reprendre sur les chiffres, donc 7 à 8%, c'est le pourcentage attribué au ciment dans les émissions comptabilisées de CO2, et c'est une moyenne mondiale.
pour prendre en France, on est à 1,8%, donc moins de 2% de l'empreinte carbone du ciment en France, qui inclut les importations de ciment également. Donc on est plus vertueux. Au Brésil, on est à 3,5, par exemple. Donc on est plus vertueux en France et ça montre la maturité des politiques de réduction de l'empreinte carbone de ciment. Alors le métrique, c'est la tonne, à la tonne de ciment. Hein, et après, on additionne tout ça en fonction des besoins, puis on a un volume ou un pourcentage en fonction de l'ensemble des mesures. Voilà. Mais en France, on a fait beaucoup de progrès, et justement Vicat est à la pointe de cette stratégie et exporte à l'étranger son savoir-faire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Là, nous démarrons une nouvelle ligne de production au Sénégal, à côté de Dakar, et avec les principes... Mais on peut vraiment produire du ciment propre? Alors déjà, le ciment n'est pas sale, même s'il est poussiéreux. C'est-à-dire, on parle là d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, sans rentrer dans de grands détails, on a 4 leviers pour abattre jusqu'à zéro l'empreinte carbone à la tonne de ciment. Les 3 premiers leviers sont la modernisation des équipements, 30% d'énergie en moins. On imagine ce que ça fait. Deuxième levier, c'est la défossilisation, le remplacement du charbon. Par exemple, aujourd'hui, l'énergie industrielle la moins chère, en France, c'est du charbon qui vient d'Australie ou d'Afrique du Sud. Dans un monde de fous. Eh bien, on remplace ça par la fraction énergétique des déchets des métropoles qu'on alimente en ciment. Okay. Et on voit bien la circularité. En plus, ça rapporte. Au lieu d'acheter son charbon en Australie, on est payé pour éliminer un déchet qui auparavant était dans un trou. Ah oui. Voilà. Donc, c'est vertueux. Et le troisième levier, c'est ce qu'on appelle la réduction du facteur Clinker. En fait, on diminue le volume de principes actifs pour mettre d'autres produits. Alors, je pense notamment aux argiles activées. On vient de démarrer une usine, aidée d'ailleurs par France Relance, qui m'a fait avancer de 5 ans le début du chantier. Eh bien, on a une usine d'argile activée à côté de Nancy qui va diminuer de 40% l'empreinte carbone de chaque tonne du ciment fait avec cette argile activée. Ça, c'est chez Vicat, mais sur les autres cimentiers. Il faut poser la question aux autres cimentiers. Ils sont en retard? Non, alors certains oui, certains sont très en avance, et on est mais Vicat est dans le peloton de tête des cimentiers. Alors une fois ces trois leviers activés, on a abattu de moitié. On est passé de 800 kg à la tonne de ciment à 400 kg en moyenne. On peut rigoter sur... On parle en émissions de CO2. 400 kg de CO2 par tonne de ciment. Ouais. Eh bien, pour abattre le reste, il faut capturer, pour stocker, dans des cavités sous-marines ou sous-terrestres, ou transformer. Et de la transformation, c'est le rapprochement d'une molécule d'hydrogène avec une molécule de carbone, d'un atome d'hydrogène avec un atome de carbone, pour refaire la liaison hydrogène-carbone, et donc un kérosène ou un méthanol, pour, en cascade, décarboner le transport aérien, le transport maritime. Donc on est vraiment sur une logique transversale qui est la marque de fabrique des transitions. Donc c'est pas du marketing, c'est une réalité. Et on travaille dessus avec des briques technologiques. C'est pas un projet à 30 ans. Non. Alors c'est un projet, on est dans le moyen et long terme, parce qu'il y a des briques technologiques dont la maturité n'est pas encore là. Hein, mais nous travaillons sur, pour ne citer que deux projets que nous avons un projet en Californie, l'EBEC Net Zero, qui a subi oui, j'ai vu ça. Les affres des allocations des subventions américaines mais les études se poursuivent. Combien ces subventions s'étaient prévues? C'est 500 millions de dollars. C'est le chiffre que j'ai vu, mais c'est énorme. Et donc c'est Trump qui vous l'a sucré? Alors, les politiques, si vous voulez, la politique américaine était de supporter la décarbonation de l'industrie cimentière. Avec deux usines ont été dotées de cette subvention. C'était des usines pionnières qui allaient forcément dépenser plus d'argent pour arriver à un but que tout le monde devra atteindre dans 20 ans. Mais dans 20 ans, ce sera moins cher. Voilà. Donc, la politique entraînait une subvention, la politique a changé, eh bien la subvention disparaît. Alors c'est meilleur pour le cash flow de Vicat, parce qu'il fallait que je matche cette subvention. Donc voilà. Ça ne change rien au projet, même ça ne change rien. De 500 millions tombe. Oui, mais ça veut dire que ce sera peut-être fait plus tard. Voilà, on garde toutes les portes ouvertes, et on a un projet en France qui s'appelle VAIA, un projet de capture et de stockage pour notre usine de Montalieu, à proximité de Lyon. C'est la plus grosse usine, la plus grosse cimenterie de France, une usine ultra moderne, que l'on va mettre finalement par ce projet pour le carbone aux portes de Fos.
Parce qu'il y a un pipe qui existe dans la vallée du Rhône. Donc on va arriver, grâce à cette usine, à décarboner finalement le territoire d'industrie du Nord-Isère et de la plaine de l'Ain, qui est très dynamique et qui va l'être encore plus avec l'arrivée du Lyon-Turin. Guy Sidos, avant de se quitter, on est sur Boursorama, j'ai regardé effectivement, 8e plus forte hausse depuis le début de l'année en bourse sur le SBF 120, 52% de progression du titre, c'est magnifique. Comment vous expliquez ce beau parcours cette année? Je dirais qu'on est encore sous-coté. Non mais c'est vrai. Après tout de hausse, vous estimez être encore sous-coté? Oui. Par rapport au secteur. Voilà. Je pense qu'on est très lisible parce que dans un monde qui est très instable, eh bien, Vicat, c'est la stabilité. La stratégie ne change pas tous les matins. Les équipes dirigeantes restent. On a du personnel, et je voudrais leur rendre hommage, extrêmement engagé. Et voilà, quand on démarre quelque chose, on le fait. On fait ce qu'on dit. Et quand vous expliquez que cette année spécialement, même si sur 3 ans le titre a doublé, pourquoi tout d'un coup le regard des investisseurs se dessille? Parce que je pense qu'ils s'attachent encore plus qu'avant au long terme. Et Vicat distribue des dividendes réguliers, a beaucoup travaillé, peut-être donné plus de lisibilité à sa politique en matière de gestion de la dette. Mais la gestion de la dette est très simple. Lorsque l'argent est gratuit, j'ai emprunté pour investir, moderniser le groupe. Maintenant que l'argent est plus cher, je rembourse. C'est des choses très simples. On est une entreprise... Bon père de famille. Hein. Oui, je dirais de bon sens. De bon sens. Gestion de bon sens et surtout lisible. On n'épouse pas les modes. On est dans les grands mouvements de décarbonation, d'intelligence artificielle, mais ça fait longtemps qu'on travaille sur les sujets. Qu'est-ce que ça change dans vos usines, l'IA? Ça change. Alors déjà, on appelait ça il y a 20 ans fusil logique. On a tout un historique d'études, en particulier en Californie, de boucles de fusil logique, donc de logique floue, qui permettent d'améliorer la production. Ça permet de stabiliser les productions, d'améliorer la régularité de la qualité et de gagner jusqu'à 10% de production avec les mêmes outils. Et ça a un prix. On sait que la tonne installée de ciment, en moyenne, ça va être $200 par tonne installée. Eh bien, si vous gagnez 10% de votre production pour Vicat, qui a 40 millions de tonnes de capacité, je vous laisse faire le calcul. La valeur de l'IA, 800 millions. C'est théoriquement de 800 millions pour des outils qui valent beaucoup moins. Voilà. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets, mais avec beaucoup de pragmatisme sur les équipements qui sont déjà au maximum de leur utilisation et dont on a besoin de pousser davantage encore pour satisfaire les besoins commerciaux. Guy Sidos, vous restez confiant malgré encore une fois les tensions au Moyen-Orient, les hostilités qui montent en puissance entre Israël et l'Iran, la guerre commerciale, la guerre en Ukraine. Vous restez optimiste sur l'activité? En 200 ans, on en a vu d'autres. Alors on est évidemment très inquiets pour nos collaboratrices, nos collaborateurs, nos parties prenantes, nos clients qui peuvent être dans ces géographies, et c'est dramatique. L'instabilité n'est jamais bonne pour les affaires, évidemment, mais globalement les besoins de ciment restent énormes parce qu'ils sont liés, à l'augmentation de la population mondiale. Et lorsqu'on attend 10 milliards d'habitants en 2050, on peut se tromper d'1 milliard d'habitants et de 10 ans, c'est pareil. Il y a besoin d'infrastructures, il y a besoin de construire des villes sur le littoral, parce que cette population va être majoritairement, à 75% dit l'ONU, sur le littoral. Il y a eu le sommet des océans auquel nous participions la semaine dernière à Nice, et la question de construire avec résilience sur le littoral est essentielle, on ne peut pas le faire sans ciment. Allez, merci beaucoup donc pour cet entretien. Guy Sidos, le PDG du groupe Vicat, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.